Salut, c'est Chaman de Ludovox, toujours depuis le Festival de Cannes, Festival international des jeux 2016. Et donc je suis avec Alexis, qui est animateur chez Philosophia. Et en fait là on est en période de off. Donc on n'est pas au off officiel de Cannes puisque c'est un lieu qui a été réservé par Philosophia pour présenter donc des prototypes et des nouveautés. On est devant Tragedy Looper et nous avons l'expert officiel Alexis. Comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de Tragedy Looper? Est-ce que tu peux nous dire déjà, donner une idée du type de jeu dont il s'agit, du nombre de joueurs, durée? Alors, c'est un jeu assez méandreux. En fait, ça va être un jeu qui va se jouer en un contre un à 3. Potentiellement, c'est mieux quand on joue contre 3 personnes. Et donc, c'est un jeu qui, au premier abord, paraît très froid, puisque c'est un jeu dans la plus pure déduction possible. C'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver avec des joueurs qui ne sauront absolument rien et qui devront tout découvrir avec une interdiction absolue de parler en dehors de ce qu'on appelle les boucles temporelles. Donc voilà, ça va être un jeu de boucles temporelles et d'enquête. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un univers particulier par rapport aux personnages en question? Est-ce qu'on va avoir des scénarios qui vont nous placer dans des situations particulières? Alors de prime abord, on ne sait pas. Pour les joueurs, en tout cas, on ne saura pas. Le mastermind, lui, en tout cas, connaît la trame, plus ou moins la trame qui accompagne les rôles cachés des personnages. Donc à chaque fois, il y a un petit quelque chose qu'on peut expliquer aux joueurs en fin de scénario. D'accord, donc voilà, donc un joueur contre les autres. Le mastermind, comme tu disais, qui en sait un peu plus, les autres sont des enquêteurs. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée parce que j'imagine avec des scénarios, on va pas spoiler non plus, donner les solutions, nous donner une idée de ce que ça donne comme expérience de jeu? Bah, par exemple, on peut avoir donc en fait, plutôt, on va repartir sur des bases plus saines. C'est-à-dire que le mastermind va avoir des cartes sur lesquelles en fait il va pouvoir influer, enfin avec lesquelles il va pouvoir influer sur les personnages. À chaque tour, en fait, le mastermind va pouvoir jouer 3 cartes, avec pour contrainte de n'en mettre qu'une seule par personnage ou par lieu. Les joueurs en face vont pouvoir répondre chacun avec leur propre paquet de cartes, avec une seule carte chacun. Et ils ne pourront pas jouer là où un de leurs collègues a déjà joué. Par contre, ils pourront jouer sur les miennes. Là-dessus, on va avoir des cartes qui vont tout simplement déplacer des personnages, que ce soit à droite, à gauche, en diagonale, placer des jetons intrigues qui peuvent potentiellement déclencher des événements positifs ou négatifs pour les joueurs, en général plutôt négatifs, placer des interdictions, des réductions de tokens en fait qui sont ici tout simplement, etc., etc. Donc en fait on va influer sur les personnages pour les mettre dans des dispositions qui font que leurs rôles cachés vont nuire aux joueurs. Par exemple, des tueurs en série qui, lorsqu'ils sont mis en contact avec d'autres personnages, les tuent et qui déclenchent une fin de boucle, donc avançant les joueurs vers l'inévitable tragédie. D'accord, donc l'objectif du mastermind, c'est que les joueurs ne comprennent pas ce qui se passe et ne fassent pas de déduction, sachant que quoi, il va y avoir un nombre de boucles qui est indiqué ici. Si jamais on arrive au bout, eh bien, tous les enquêteurs ont tous perdu. Exactement, voilà, les boucles sont limitées à chaque scénario et chaque boucle dure un nombre défini de jours. L'objectif finalement des enquêteurs, c'est tout simplement de réussir à passer l'intégralité des jours d'une boucle. S'ils arrivent à faire ça, ils gagnent automatiquement. D'accord, et donc j'imagine que voilà, le mastermind va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher de découvrir. Est-ce que les joueurs incarnent des personnages particuliers et est-ce qu'ils savent même quel personnage ils incarnent ou alors ils essayent tout simplement juste de découvrir le rôle de chaque personnage et ce qui se passe dans cette situation? Bah, en fait, les joueurs sont des personnages totalement en dehors de cet univers-là. Ils vont influer, ils vont pouvoir, en gros, c'est comme s'ils allaient discuter, enquêter auprès des personnages, mais ils ne seront pas des personnages directement présents sur le plateau. Et donc du coup, ils vont essayer, parfois, peut-être pas tout le temps, de découvrir quel est le rôle de ce personnage-là dans ce scénario, par exemple. Exactement. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur les autres aides de jeu qui sont très fournies en informations, on a ce qu'on appelle par exemple une enquête et une sous-enquête. Un scénario va être composé d'enquêtes et de sous-enquêtes qui définissent un certain nombre de rôles. À partir du moment où on arrive à identifier un rôle, on va potentiellement pouvoir éliminer des sous-intrigues ou des intrigues, et donc potentiellement on saura que des rôles ne sont pas présents, et au contraire d'autres sont présents. Et donc par élimination, on arrive à savoir qui peut être à peu près quoi. Mais il y a une grosse réflexion à faire autour de ce jeu. D'accord. Donc ça a l'air un peu déroutant quand même, parce que du coup on va influencer ces personnages. Les cartes qu'ont les joueurs, est-ce que c'est quoi? C'est des cartes qui vont permettre d'annuler ce que fait le mastermind ou de faire une autre action qui va prendre le pas avant, après, je sais pas. Alors, c'est
majoritairement des déplacements ou de l'ajout de tokens pour déclencher des capacités spéciales, puisque même un personnage avec un rôle nuisible peut potentiellement avoir des effets bénéfiques lorsqu'il ne se sert pas de son rôle caché. Ils ont également des cartes qui permettent d'interdire certaines autres de mes actions, par exemple des interdictions pour placer des tokens d'intrigue, des interdictions pour placer des jetons paranoïa. La paranoïa généralement déclenche des effets néfastes sur des jours en fait où on a des incidents fâcheux qui sont encore en plus des rôles de chacun. Donc voilà, leur but ça va être tout simplement d'essayer de contrer un peu tout ça avec leurs cartes. Est-ce que, par exemple, si on parle, par exemple, imaginons du premier scénario, donc tu me disais qu'il va falloir essayer d'atteindre, là c'est 8 jours, c'est ça, d'une boucle? Le premier scénario c'est 4 jours. D'accord. Et donc, par exemple, le premier jour, pour le passer, on va peut-être découvrir que, par exemple, il faut jamais que deux personnages soient ensemble avec des jetons intrigues ou même juste ne jamais être ensemble parce que sinon ça provoque une fin de boucle. Parce que je crois que ce que j'avais entendu aussi, c'est que dès qu'un personnage meurt, quoi qu'il arrive, ou peut-être que c'est dans des cas particuliers, il y en a qui doivent pas mourir. Non, d'accord. Alors, j'ai entendu ça comme ça. Donc, alors, on va découvrir peut-être comment passer le jour 1. En évitant certaines conditions. Et est-ce que le jour 2 va nous proposer une nouvelle condition ou une fois qu'on a trouvé les conditions générales, on va juste essayer, ou du moins un certain nombre de conditions, on va juste essayer de les éviter et le mastermind, lui, va essayer de les reprovoquer? Alors effectivement, il y a des rôles qui font que lorsqu'ils sont en présence de personnages, par exemple tout seuls ou d'autres personnages importants de l'histoire, le mastermind saura s'il peut tuer des personnages ou non. La mort d'un personnage ne signifie pas forcément par contre l'arrêt d'une boucle. Ça signifie simplement une réduction de possibilités, autant pour les joueurs que le mastermind. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Maintenant, les ensembles en fait, de conditions de défaite sont fixes pour les 4 jours. Il y a juste en fait des jours particuliers où il peut éventuellement se passer des incidents en fonction de la paranoïa de certains personnages. Mais les conditions de défaite sinon resteront fixes entre toutes les boucles et entre tous les jours. Après, au mastermind d'arriver quand même à les reproduire malgré les informations détenues par les joueurs. Alors, petite question, combien il y a de scénarios? Est-ce que les scénarios utiliseront toujours les mêmes personnages et lieux ou alors ça va changer? Quel est le niveau de rejouabilité des différents scénarios? Alors, au niveau de la boîte, on a déjà 10 scénarios prévus de base. Dans ces scénarios, il y en a des très faciles, avec simplement quelques rôles comme le premier par exemple, où on retrouve juste une intrigue principale, une sous-intrigue. Plus tard, quand les joueurs acquièrent un niveau avancé, on retrouve des scénarios où on peut facilement impliquer une dizaine ou une douzaine de personnages, avec autant de rôles. Sachant qu'on ne prend pas de notes, c'est très difficile de se souvenir de tout. Maintenant, une fois que les 10 scénarios sont faits, on n'a pas besoin de jeter sa boîte à la poubelle. Déjà parce qu'éventuellement on peut réussir à récupérer des boîtes pour l'instant en américain, enfin en version anglaise disons, pour les extensions. Et sinon, on a la possibilité, grâce au manuel du mastermind à l'intérieur de la boîte, de créer ses propres scénarios. On nous donne des conseils pour le faire. Ok, bah super. Donc tout à l'heure, tu nous disais un peu avant l'interview que ça va sortir en septembre, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, pas d'autres informations ni sur le prix ni sur le jour exact. Sur septembre, les extensions, on verra après si ça fonctionne bien en tout cas. Donc voilà, pour l'instant, c'est les informations prévues. Merci Alexis pour toutes les infos que tu nous as données sur Tragedy Looper. Donc on l'attend de pied ferme pour septembre 2016. Pour ceux qui nous regardent, merci et à bientôt sur Ludovox.